Les marchés attendent, on le voit bien, une action des banques centrales, notamment de la Fed. Ce qui s'est passé vendredi est à ce titre assez éclairant, 1h30 avant la clôture. Vous le savez, hein, si vous avez regardé, la courbe est remontée d'un coup, enfin les cours sont remontés sur le S&P notamment et le Nasdaq. Pourquoi? Parce que la Fed a dit qu'effectivement, avec ce communiqué, qu'elle pourrait intervenir et qu'elle a regardé ça de très très près. Est-ce que la Fed peut éviter justement un krach boursier? On en parle avec Xavier Timot. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Après, bon, il y a l'aspect marché, puis il y a l'aspect aussi, j'ai envie de dire, économie. La question que je me pose, c'est que peut faire une banque centrale, pour lutter contre une épidémie? Je veux dire, à supposer que la Fed baisse ses taux, on va y venir, soit à tout moment, on va en reparler, soit effectivement lors de sa réunion du 17-18 mars. C'est pas ça qui fait qu'il y aura moins de gens qui seront contaminés. C'est pas ça qui fait que l'activité va redémarrer en Chine. Je veux dire, non. D'un point de vue, après il y a les marchés, d'un point de vue d'économie ou même de l'épidémie, ça ne change rien, quel que soit le choix de la Fed. Vous dites redémarrer en Chine, pour quelle raison? Non, l'activité n'a pas redémarré pour autant. Est-ce que les gens vont se mettre à consommer, vont plus consommer? Voilà. Mais pourquoi en Chine? Pourquoi en Chine? La Chine, j'aurais pu dire aux États-Unis. Est-ce que ça a été une psychose aux États-unis? Oui, enfin, je veux dire, on est face à un scénario dans lequel il y aurait une pandémie. Enfin, c'est ça le scénario qu'on est en train de considérer et qui est en train d'être considéré. Alors, du point de vue de l'épidémie, en quoi est-ce que la pandémie va se calmer parce que la Fed baissera ses taux? Elle ne va pas se calmer parce que la Fed baisse ses taux. Ça, c'est certain. La pandémie, c'est un phénomène épidémiologique. Ça va avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences suivant le scénario de pandémie. Et là, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais il y a beaucoup d'incertitudes, mais ça veut dire qu'il faut considérer des scénarios dans lesquels il se produit des choses assez catastrophiques sur le plan épidémiologique et sur le plan économique aussi, avec un ralentissement de l'économie mondiale qui risque de ressembler énormément à une récession. Et tous les pays seront touchés. Il n'y a pas des pays, c'est pas la Chine en particulier qui pose problème. La Chine est le point de départ, mais en fait, le principe d'une épidémie, c'est que ça se répand partout ensuite. Donc, face à ça, la Fed, elle ne peut pas empêcher l'épidémie. Ouais. Par contre, elle peut empêcher, elle peut essayer d'atténuer, de compenser les effets négatifs sur l'économie. Donc, ensuite, une fois qu'on est dans le scénario noir d'une pandémie largement diffusée, qui dure sur une période de temps assez longue et qui a des conséquences économiques assez fortes. C'est pas la pandémie qui entraîne un arrêt de l'économie, c'est des mesures qu'on prend pour essayer d'endiguer la pandémie. Tout à fait, mais elles sont quand même très liées à la pandémie. Mais et la surréaction, et peut-être la surréaction parce que les gens ne se mettent plus à consommer, qu'ils sortent plus. Ça, c'est un terrain glissant. Est-ce que c'est une surréaction quand les gens font tout pour ne pas attraper le virus ou pas? Ça peut l'être d'un point de vue, si vous voulez, probabiliste, en disant finalement la probabilité d'attraper la maladie et d'en mourir, elle est relativement faible. D'autant que dans 9 cas sur 10, la guérison est spontanée. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait en tête ce raisonnement probabiliste et raisonne de cette façon-là. Donc, et que les gens considèrent tout à fait rationnel qu'il faille faire tout ce qui leur est possible pour ne pas attraper le virus, et donc que ça conduise à l'effondrement des interactions sociales qui représentent une part tout à fait non négligeable de l'activité économique, puisque c'est à la fois de la consommation et de la production, et donc du coup ça a des conséquences qui peuvent être très importantes. Donc face à ça, la Fed, elle ne peut pas faire grand-chose sur la maladie, sur le développement de l'épidémie, sur la réaction des gens face à l'épidémie Est-ce qu'on va les consommer? Est-ce que Mr. Smith va plus consommer parce que le coût du crédit est un peu moins cher? Il va acheter une bagnole parce que le coût du crédit à la conso est un peu moins cher? De ce point de vue-là, c'est même dérisoire par rapport au déroulé des événements. Après, la Fed, elle va avoir un rôle stabilisateur peut-être pour les marchés. Parce qu'il ne faudrait pas que d'un arrêt, une forme de paralysie de l'activité économique, se double d'une crise boursière qui elle-même aurait des effets sur l'économie derrière. Tout à fait. Donc, ça, en fait, on est dans une crise, où on est dans des scénarios de crise potentielle, et dans ces scénarios-là, la Réserve fédérale a un certain nombre de rôles à jouer. Alors évidemment, ils ne sont pas centraux, c'est avant tout une crise sanitaire, donc ça se passe plutôt de ce côté-là, mais la Fed va avoir un rôle à jouer dans cette crise. Alors ce rôle, c'est d'abord d'empêcher l'amplification par les marchés financiers, et donc de tout faire pour contrer une panique sur les marchés financiers. C'est un peu compliqué de faire ça, parce qu'il ne suffit pas juste de baisser les taux d'intérêt et de dire soyez optimistes, j'ai baissé les taux d'intérêt. Si on est dans un scénario de ralentissement très fort, il y aura un impact sur les cours boursiers. Donc ce que la Fed doit faire, c'est guider. Il y a déjà un impact. Il y a déjà un impact et ça devrait se prolonger. Donc ce que doit faire la Fed, c'est plutôt guider les marchés vers une correction qui doit être relativement ample, mais qui ne doit pas se transformer en panique. Donc c'est un peu délicat, parce que c'est un atterrissage en fait qu'elle doit faire. Il y aura ensuite une sortie de crise à réaliser, éviter que cette sortie de crise soit
à la fois trop euphorique et trop décalé par rapport Mais là, à les la moyens réalité. d'éviter, encore une fois, de mettre un terme à la panique boursière, que la correction se transforme en Alors, crack. comment Aujourd'hui, on est sur une correction boursière comment la qui est d'une violence inouïe quand même. Il faut se rappeler que c'est plus rapide que lors de la crise de 2008, hein, en termes de... C'est le petit jingle. Quand je dis une bêtise, hop, il y a un petit jingle. Très bien. C'est Mais donc, fait. alors, elle a les moyens. En tout cas, elle a un rôle très important à jouer. Alors, d'abord, c'est d'assurer la stabilité du système financier et des banques, pour éviter que, dans la panique, avec des actifs qui dévissent, voilà, certains se retrouvent en position de devoir vendre en urgence, et du coup, que ça amplifie le mouvement de baisse. Donc là, la Fed, elle doit intervenir pour inonder de liquidités et permettre à chacun de garder ses positions et de ne pas avoir une amplification du... On parle des créances douteuses au sein des banques liées à des entreprises qui seraient en mauvaise santé. Alors, On parle de quoi là? On parle déjà des détenteurs d'actifs financiers qui peuvent se sentir dans une position où ils se disent qu'il vaut mieux vendre qu'acheter. Et donc la Fed, elle doit déjà essayer d'inverser ça en mettant le plus de long terme possible dans les décisions des détenteurs d'actifs. Donc c'est un moyen d'empêcher la panique en leur disant, bah voilà, il faut faire le dos rond, il y a un moment très difficile à passer, mais essayez de prendre vos décisions en fonction de quelque chose à moyen terme pour faire abstraction du contexte et donc... c'est pas très puissant comme truc, ça, comme quand même, ça peut avoir, ça peut avoir un impact. Ensuite, il y a ce que vous mentionnez, il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont être très fortement impactées. Donc, c'est les entreprises industrielles dont la production est interrompue à cause d'un problème d'approvisionnement. Boîtes de services, les boîtes de services aussi. Mais alors, voilà, il y a tout le secteur du tourisme, des services, des restaurants. Enfin, oui, on n'est pas encore dans ces scénarios-là, mais si vous regardez ce qui se passe dans le nord de l'Italie aujourd'hui, les gens, ils sortent plus. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus personne dans les hôtels, il n'y a plus personne dans les restaurants, il n'y a plus personne dans les salles de spectacle, plus personne ne prend l'avion. Enfin, c'est tout un tas c'est un pan important de l'économie. C'est plusieurs points de PIB de l'économie qui sont à l'arrêt. Donc là, ça veut dire que derrière, il y a des entreprises qui continuent à dépenser, qui payent leurs fournisseurs et qui payent leurs salariés. Mais elles ont zéro activité. Donc en gros, elle peut atténuer, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de savoir est-ce que oui ou non, elle peut atténuer, encore une fois, cette correction boursière et éviter une panique totale et le krach boursier. Ça, c'est la première chose, éviter la panique totale. Mais elle a les moyens, parce que moi, à mon sens, derrière, ce qu'elle peut chercher à faire, c'est que cette panique boursière n'ait pas d'effet en termes de tension sur le financement justement des entreprises cotées, ou qui est carrément, on le disait, des défauts d'entreprises avec l'effondrement notamment de leur cours des obligations d'entreprise, qui pourraient en compromettre prise à la gorge parce que si l'activité baisse, il faut toujours payer les charges, les salaires et compagnie. Donc et l'idée, c'est qu'elle évite cet enchaînement mortifère où la crise boursière se propage justement en termes de financement pour les boîtes ou même pour les banques. Oui, mais enfin, la Banque centrale, elle peut surtout répondre à des problèmes de liquidité. Non, mais on peut imaginer un nouveau QE qui soit pour le coup centré sur les obligations d'entreprises privées. Hein. Oui, mais ça serait un QE sur la trésorerie des entreprises. On peut imaginer ce genre de mécanisme, donc un instrument qui permettrait aux entreprises de... Parce que la BCE fait déjà du QE pour partie sur des corporate. Il y a un petit inconvénient à ça, c'est que là-dessus, la Banque centrale prendrait d'énormes risques en capital, parce que en fait, elle détient des titres d'entreprises qui peuvent faire faillite derrière. Et si elles font faillite, elles se retrouvent avec des pertes à éponger. Et qu'elles ne peuvent pas éponger autrement que par une opération fiscale. Donc, normalement, dans une démocratie moderne, ce n'est pas du côté de la Banque centrale que ça se passe, ça, c'est du côté du budget de l'État. C'est au budget de l'État que de fournir, d'absorber ou de prendre. Bruno Le Maire a dit ce matin, tout sera fait, tout ce qu'il faut sera fait pour des entreprises. Et c'est plutôt du côté de l'État que du côté. Alors, il détient à la fois les outils parce qu'il a une information fiscale sur les entreprises. Donc, mais c'est aussi du côté de l'État qu'on peut faire de la dette publique pour amortir le choc dans les bilans privés, en particulier ceux des entreprises qui vont être impactés très durement par ce scénario potentiel de ralentissement très très fort. Enfin, les moyens sont quand même limités. La Fed en a un peu plus que la BCE, mais les moyens d'action des banques centrales sont quand même assez limités. Et donc à la question, j'y reviens. Je dirais pas ça parce que... Ou alors il faudra faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Oui, mais justement, ce qui a émergé de la crise de 2008 et de toute la période qui a suivi, c'est que les banques centrales ont beaucoup développé tous ces outils ingénieux. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elles y ont déjà recouru, qu'elles étaient plutôt dans des phases de normalisation et de retour à la normale dans leur bilan et dans l'utilisation de leurs instruments. Mais en fait, les instruments, ils sont là, et en fait, ces instruments, ils n'ont pas de limite, en quelque sorte. Donc là, on est dans une crise.
c'est des circonstances nouvelles. Donc le krach boursier peut être évité avec la Alors, Banque le centrale. krach boursier peut être évité, oui et non, parce que tout le problème, c'est qu'on peut être face à un scénario de ralentissement très très fort des économies. Vous voyez, l'OCDE a publié ses prévisions. En gros, ils nous disent ça peut faire 1 point de croissance mondiale en moins. Mais c'est très facile de bâtir une évaluation et de prolonger le scénario et de dire il va y avoir moins 5 points de croissance en moins l'année prochaine, enfin ou cette année, en 2020. Face à un ralentissement de l'économie mondiale de 5 points, Mais ça c'est sort pas... à 5 points. Tout ça sort ce chiffre 5 points. 5 points, alors c'est intéressant. Il y a eu quelques évaluations qui ont été faites à partir de l'épidémie de SARS, et en disant qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un scénario qui était comparable à la grippe de 1918 dans nos économies. Donc, vous voyez, ça donne l'idée d'une ampleur d'une épidémie. Donc je vous rappelle, hein, la grippe de 1918, la grippe espagnole, c'est à peu près 50 millions de morts dans le monde, entre 50 et 100 millions de morts dans le monde. Dans les scénarios d'épidémies graves liées au coronavirus, au Covid-19, on pourrait être dans ces ordres de grandeur en pourcentage de la population mondiale. Et donc on arrive à une baisse de 5 points de PIB. Ça. Et donc ces évaluations disent, si on prend le scénario de la grippe espagnole de 1918, donc en termes d'ampleur épidémiologique, on arrive à une perte de PIB qui peut être jusqu'à 5 points de PIB mondial, hein, pas... Et dans ce cas-là, localisé dans un les pays. banques centrales, même coordonnées, ne peuvent rien faire. Voilà, quand vous êtes, c'est difficile d'éviter une panique boursière, des ventes en panique. C'est vraiment le scénario noir. Il y a aussi beaucoup d'arbitrages qui seront possibles, donc il va y avoir énormément de volatilité. Voilà, et là, je veux dire, c'est du damage control qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum de limiter la panique. On intervient, mais il faut être honnête, on est dans un contexte qui sera un contexte, en tout cas sur le plan boursier, extrêmement chahuté. Alors, il y a quand même un dernier point, c'est on a du mal à anticiper l'ampleur de cette crise sanitaire, mais ce qu'on sait a priori, c'est que ce genre de crise sanitaire finit par se résorber. Il y a un moment où, en fait, quand tout le monde a été contaminé, et que les survivants ont survécu, en fait... il y a des personnes qui sont recontaminées, je suis un cas de Oui, personnes mais recontaminées. normalement, enfin, voilà, les suites d'épidémies font que les Et alors, épidémies donc se il faut jouer le résorbent. coup d'après, c'est ça? Et donc, oui, parce que voilà, vous avez un choc négatif très très fort sur l'économie mondiale, entre 1 et 5 points, disons. Il y a un risque que ça enclenche une déflation. Donc, comment on fait? Quelle est la politique monétaire qu'on conduit à ce moment-là pour remettre des anticipations d'inflation dans une économie qui vient de subir un choc très négatif? Comment on articule les relances et la récupération des bilans des entreprises? Comment on évite une surchauffe pour avoir derrière à nouveau une euphorie qui conduirait à un krach boursier qui va suivre? Donc il va y avoir une longueur dans la gestion de cette crise qui n'est pas simplement éviter la panique. Avec des banques centrales qui seront de nouveau aux commandes et en première ligne. Qui seront au niveau commande, et puis il va y avoir des paniques, qui vont s'accélérer. On va vivre quelques mois dans lesquels la panique va devenir l'ordinaire et il va falloir vivre avec et puis essayer de piloter les choses. Bon, Donc, on en reparlera tranquillement. Dans la tempête. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bye.